Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, auditeurs de Radio Lorraine Enragée. Je vous parle ce soir pour un nouvel épisode de On fait court, nos épisodes de synthèse. Ce soir, notre épisode portera sur la collapsologie avec Fabien Mesgoda. Fabien, bonsoir. Bonsoir. Alors Fabien, durant ta conférence, tu as parlé de la collapsologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la collapsologie et nous donner une définition ? Oui, alors le terme de collapsologie, il a été forgé dans un livre qui a eu un certain succès depuis 3 ans, qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, petit traité de collapsologie de Servigne et Stevens. La collapsologie, de collapsus, l'effondrement, c'est l'étude de l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, donc des différents paramètres de l'effondrement, paramètres principalement écologiques, énergétiques, climatiques, la biodiversité, etc., mais aussi d'autres mécanismes, notamment financiers, et à la fois de la façon de s'y préparer, de l'anticiper, et de la façon dont on la vit. Donc ça englobe aussi des réflexions de type le rapport qu'on a à la connaissance, également sur la psychologie des foules, même la psychologie de l'individu, comment vivre avec la perspective d'un monde qui se dégrade, de conditions difficiles pour la génération suivante, alors qu'on est plutôt habitué à un schéma dans lequel la vie s'améliore, on a des perspectives intéressantes pour nos enfants, etc. Donc la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement, mais dans un sens très large. C'est non seulement par exemple le pic pétrolier, mais aussi la façon dont une société peut rebondir après un tel effondrement. Dans cette étude globale de l'effondrement des sociétés modernes, tu as notamment abordé la question de la population et tu as justement fait remarquer que la population, le taux de population mondiale a particulièrement augmenté depuis 1800, grosso modo. Et surtout au XXe siècle. Est-ce que tu penses que l'une des solutions à apporter à l'évitement de l'effondrement des sociétés modernes peut venir, par exemple, d'une certaine forme d'eugénisme ? Alors, en tout cas, d'une régulation des naissances. Ensuite, l'eugénisme, ça passe par l'idée d'une sélection, d'une ingénierie. Donc ça, il y aurait des tas d'arguments sur l'eugénisme lui-même, mais l'impact que ça aurait sur l'effondrement lui-même, je le vois difficilement. Ce qui est important, c'est l'effectif de la population humaine. Et donc là, c'est une régulation des naissances, sachant de toute façon qu'on échappera difficilement à une surmortalité, puisque quand on regarde les différentes courbes, les projections de type le rapport Meadows du Club de Rome, etc., le réajustement de la courbe démographique par rapport aux ressources fera qu'il devra y avoir une décrue qui implique non seulement une réduction des naissances, mais aussi une surmortalité. C'est-à-dire on revient aux catastrophes malthusiennes, ou au cavalier d'Apocalypse, suivant une autre version, c'est-à-dire famine, guerre et épidémie. Donc l'eugénisme n'y change pas grand-chose. C'est simplement une réduction des naissances qui permet d'éviter que la totalité de l'ajustement se fasse par la surmortalité. Est-ce que, si je te comprends bien, est-ce que finalement on ne va pas se retrouver face à un décalage entre la technique et la nature, je mets ça avec des gros guillemets, qui fait que finalement on est passé d'un cycle naturel d'accroissement de la population à un cycle où on est plus maintenant, grâce à la technique, on peut augmenter la population beaucoup plus rapidement, et ce qui fait que cette augmentation du fait de la technique va être rattrapée progressivement par la nature et impliquer un déclin, donc un effondrement progressif du nombre global de la population. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une société qui est devenue une société extractive. Si on veut regarder le rythme naturel, en fait, il y en a en gros deux. Il y a le paléolithique, on est des chasseurs-cueilleurs, et là, on se contente de prélever, dans un monde qui est encore sous-peuplé d'une certaine manière. Donc là, pas de problème, le plafond des ressources, on ne peut pas le dépasser, parce qu'on l'atteint de toute façon même pas. Enfin, on ne l'atteignait même pas, quand les effectifs humains, à l'époque paléolithique, étaient compris entre un demi-million et quelques millions d'habitants sur l'ensemble de la planète. Et l'autre période où on a pu augmenter les effectifs, mais encore d'une façon qui restait contenue dans les capacités de charge de la nature, c'est les civilisations agricoles qui sont développées à partir du néolithique, et en gros jusqu'au XVIIIe siècle, si vraiment on veut schématiser. Où là on était
l'espèce humaine était soumise à des rythmes qui plafonnaient. C'est-à-dire on pouvait améliorer des rendements en associant élevage et agriculture, on pouvait à la marge donc augmenter des rendements en sélectionnant des espèces de céréales plus productives que d'autres, mais tout ça restait contenu. Ce qui est vraiment la nouveauté, c'est la civilisation qu'on appelle parfois thermo-industrielle ou la civilisation de l'extraction qui se met en place à partir de la machine à vapeur au 18e et puis surtout au 19e avec le développement de la révolution industrielle, où là on va aller trouver dans la nature des stocks qui ont été accumulés, notamment des stocks énergétiques, alors charbon d'abord, pétrole ensuite et gaz naturel, avec donc une possibilité d'action sur son environnement et donc de maîtrise de cet environnement et donc de développement démographique, puisque ce qui nous permet d'être aussi nombreux, c'est qu'on a les moyens de mobiliser la nature à notre profit. Or ça, on le fait en stockant dans du charbon qui s'est formé il y a 300 millions d'années, du pétrole et du gaz qui ont besoin de plusieurs dizaines de millions d'années pour se former, et qu'on brûle en l'espace de quelques générations. Et donc on dépasse ce qu'on appelle la capacité de charge de notre environnement. Or, ce qui se produit dans tout environnement où on excède les capacités de charge, l'exemple c'est un stock de poissons ou une forêt, hein, si on récupère une quantité de bois qui n'excède pas ce que la forêt produit chaque année en croissance des arbres, on n'a pas de problème. Mais le jour où on décide, et donc c'est dans ce schéma-là qu'on est aujourd'hui, de couper la moitié de la forêt, effectivement on récupère beaucoup de bois. L'année suivante, on va réussir à faire à peu près la même chose. Et la troisième année, bizarrement, on n'a pas la possibilité d'avoir la même coupe. Donc c'est en fait dans ce schéma-là qu'on est avec la civilisation extractive. Quand on arrive à ce fameux seuil dont on nous parle maintenant assez régulièrement, quand on arrive à peu près au mois d'août, je crois, on nous dit, c'est ce que nous disent à peu près les journalistes, ça y est, on a dépassé notre capacité et on consomme déjà sur l'année prochaine. Oui, voilà, c'est le calcul qui se fait avec ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Voilà, on peut faire des calculs relativement simples, qui sont incomplets, mais qui au moins permettent de prendre en compte à la fois l'alimentation et les énergies renouvelables et fossiles. Et on regarde combien d'hectares sont disponibles sur Terre en général et combien d'hectares sont consommés par le mode de vie des humains. Jusqu'au milieu des années 80, on n'atteignait pas la consommation humaine ne dépassait pas la capacité de renouvellement de l'écosystème chaque année. Depuis le milieu des années 80, effectivement, on dépasse et aujourd'hui, on est à 1,69 hectares globaux par personne. Pas hectares globaux, on est 1,69 fois en consommation la totalité de ce que l'écosystème nous fournit. Et donc, c'est comme en fait quelqu'un qui a une rente chaque année et qui, au lieu de se contenter de cette rente, va grignoter dans le capital. Effectivement, il augmente ses revenus annuels, mais il met en cause la durabilité de son revenu. Pour préserver le système, on nous parle beaucoup de transition énergétique, tu nous en as parlé aussi, mais tu as fait un sort en disant que précisément cette transition-là, en parlant notamment, si je ne me trompe pas, de retour sur énergie, c'est ça ? Retour sur énergie ? Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle transition. Il y a la transition, parce qu'il y avait une question qui avait été posée sur la transition, la décroissance en gros, hein, comme façon d'éviter ou pas l'effondrement. Et il y a ce qu'on appelle la transition, par exemple les lois de transition énergétique, c'est plutôt dans ce sens-là, qui est le déploiement des renouvelables pour permettre à terme de se passer des fossiles. Et tu nous as expliqué que justement c'était une fausse solution. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, évidemment, c'est vers les renouvelables qu'il faut se tourner si on veut être sur un mode de vie durable, mais c'est les questions d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que les renouvelables, quels que soient les efforts qu'on met dans leur déploiement, ne permettent pas d'atteindre le niveau de confort énergétique que nous ont apporté l'exploitation du charbon, du pétrole et du gaz, avec une illusion également qui concerne aussi bien le déploiement des renouvelables que le déploiement, par exemple, du gaz de schiste ou autre. C'est effectivement ce taux de retour énergétique où il faut toujours regarder. Et ça compte aussi dans la formation du prix, ce qu'on a dépensé comme énergie pour récupérer du pétrole. Les ordres de grandeur, c'est quand les champs de pétrole aux États-Unis étaient encore dans leur maximum de production. En gros, dans les années 30, quand les États-Unis étaient le premier producteur, il fallait un baril de pétrole pour en récupérer 100. En gros, le pétrole jaillissait tout seul, il n'y avait pas grand-chose à faire. En 1970, quand ils atteignent leur pic de production aux États-Unis, cette fois-ci, c'est 1 pour 30. Or, quand on va vers des énergies du type
donc le gaz de schiste, là on est en dessous de 1 pour 10. Quand on est sur de l'éthanol à partir de maïs, on est autour de 1 pour 1. Donc là, en fait, assez vite économiquement, on se rend compte qu'on ne récupère pas l'argent qu'on dépense, voire on l'a même perdu quand on est en dessous de 1. Or, c'est des choses qui apparaissent pas tout de suite. Et ça raisonnement très similaire pour l'éolien et pour... Oui, voilà, les énergies renouvelables, même chose. Il faut dépenser de l'énergie pour mettre en place une éolienne, pour la faire fonctionner. Et à chaque fois, on est sur des taux de retour sur investissement qui sont plutôt de l'ordre de 1 pour 10, en gros, enfin, plus ou moins. Mais on n'est plus du tout dans le 1% qui était le pétrole américain des années 30. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'Allemagne qui finalement a fermé ses usines à charbon, enfin ses centrales à charbon, pour investir énormément sur l'éolien et qui est revenu sur sa décision. Alors oui, là le problème en fait c'est que c'est la volonté de sortir du nucléaire, donc qui d'ailleurs est assez marginale dans tout ça, qu'on ne sorte ou pas du nucléaire, enfin on peut décider de le faire ou pas, mais ça change que marginalement les courbes générales. Donc pour différentes raisons, les Allemands ont voulu sortir du nucléaire, mais en n'assumant pas en même temps une réduction suffisante de la consommation énergétique. Donc il fallait compenser. Et là, les éoliens, les renouvelables, notamment l'éolien, n'y suffisent pas. Alors, il n'y a pas qu'une question de quantité, il y a aussi la question d'intermittence, la nécessité de compenser l'éolien en période de faible vent, etc. Donc, voilà, l'éolien, dans tous les cas, pose problème. Et là, il y avait même un problème d'ordre de grandeur qui fait que le recours au charbon, même s'il est de façon transitoire, c'est quand même un gros problème d'avoir recours au charbon, qui est quand même le pire émetteur de CO2 parmi les différentes énergies, a été nécessaire. Donc là c'est plus un problème à la fois d'idéologie et puis de refus d'assumer complètement une décroissance énergétique. Les nombreuses questions que tu t'es posées à propos de l'effondrement des sociétés actuelles t'ont forcément conduit vers certaines réponses. Est-ce que tu as des éléments de réponse quant aux possibles effondrements à venir? Comment peut-on faire face? Quelles seraient les possibles pistes, pas forcément les solutions, mais les possibles pistes pour se préserver soi, sa famille, sa communauté? J'aurais pas la prétention d'avoir moi-même des pistes ou des réponses, simplement pour en dessiner quelques-unes. Il y a les démarches de type survivaliste, donc c'est de toute façon le système autour de moi va s'effondrer et je dois créer les conditions de ma survie. Ça peut être une certaine forme de lucidité, mais ensuite est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme pas d'arrogance, mais de présomption plutôt, dans le sens où l'effondrement, s'il prend vraiment les formes extrêmes auxquelles on peut s'attendre, est-ce que le fait de savoir tirer et puis d'avoir réappris à tirer de l'eau du puits, etc., suffira finalement à nous préserver? L'autre démarche, comme souvent c'est peut-être entre les deux que se situe la vérité, l'autre démarche c'est la démarche de la décroissance, la transition, etc., un peu dans un esprit beaucoup plus collectif, en disant il faut faire de l'éducation populaire au maximum, en parler autour de nous, mettre en place des démarches partagées, vertueuses, collectives, et tous ensemble on peut réussir à créer de la résilience, à résister aux chocs, etc. Alors la solution collective, elle n'est peut-être pas à même d'éviter l'effondrement ou même d'en atténuer les effets les plus destructeurs, mais au moins il devrait y avoir une forme d'équilibre, dans le sens où si survivalisme il doit y avoir, il sera d'autant plus efficace s'il a réussi à créer du lien en fait. Le survivaliste connecté me semble plus efficace que le survivaliste isolé. Donc en allant dans la démarche de la transition, en créant des réseaux d'entraide, etc., même si on peut... même s'il ne faut pas s'illusionner sur le côté bisounours, on va dire, pour aller vite. Malgré tout, il y a de ce côté-là beaucoup à apprendre pour créer des conditions d'une vraie résilience, résistance au choc et survie à l'effondrement. Contemplatif sur sa montagne. Oui, dans tous les cas, il ne faut pas rester contemplatif. Mais quitte à agir, de toute façon, l'homme est un animal politique, social et politique, donc il est quand même câblé pour avoir besoin de ses congénères. Précisément, tu as dit le mot politique. Est-ce que les enjeux est totalement important? Est-ce que la politique au sens noble du terme peut encore avoir une quelconque incidence sur tout ça? Est-ce que les décisions politiques globales peuvent être prises pour inverser la courbe ou la changer? Ou alors, c'est trop tard? En fait,
Oui, non, inverser la courbe, c'est trop tard. Là, je peux être catégorique, je vais pas trop tourner autour du pot. Mais la question, la politique, de toute façon, effondrement ou pas, la question se pose. Et la question qui doit en fait être centrale, c'est peut-être la question de l'échelle, c'est-à-dire à quelle échelle se posent les problèmes et à quelle échelle est-on capable d'avoir une action politique. Et bon, là, je pose des questions, mais je ne sais pas quelles seraient les réponses, simplement pour poser un peu le cadre. Un certain nombre de défis se posent à l'échelle planétaire, problèmes climatiques, etc. L'action politique, elle, sauf création d'un gouvernement mondial technocratique, etc., qui sera peut-être une des formes que prendra d'ailleurs l'avenir, ça j'en sais rien, mais enfin en tout cas c'est pas cette forme-là qu'on observe. La forme d'action politique, elle est pas celle-là, elle est nationale, dans certains cas, mais de façon à la fois embryonnaire et contestée, elle peut être à l'échelle continentale, enfin, dans le cas de l'Europe par exemple. Bon, si on prend la Chine, les États-Unis, la Russie, c'est déjà des États certes, mais ils sont à une échelle continentale. Donc voilà, est-ce que l'Europe doit passer à ce niveau-là? C'est aussi une échelle strictement locale. La démarche d'ailleurs des transitionneurs, elle est locale, sans aller jusqu'aux survivalistes qui sont locaux au niveau de leur base à défendre, enfin leur base autonome durable, etc. En tout cas, les transitionneurs, notamment en Angleterre, étaient partis sur un système de territoire en transition, de ville en transition. En gros, l'échelle ce qu'on appelait les pays dans la loi Voynet, enfin voilà, un arrondissement si on veut, un département au mieux, voilà un peu l'échelle sur laquelle on peut avoir une prise, qui sont à la fois des échelles dans lesquelles une société qui n'est pas dans le bris des mégapoles, des circuits mondialisés, etc. En gros, c'est cette échelle-là qui semble être l'échelle plus ou moins naturelle. Donc, si retour aux politiques il doit y avoir, c'est sans doute pas, ou alors ce serait un signe d'échec au niveau gouvernement mondial pour gérer la fourmilière, hein, c'est plutôt ça, parce que là on est sur la politique, mais on ne peut plus être sur la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans une cité de plusieurs milliards d'habitants. Donc voilà, cette échelle-là, elle doit être écartée. Est-ce que c'est pas à l'échelle qui était aussi celle de la cité grecque, celle des pays, est-ce que c'est pas la bonne articulation entre à la fois un territoire qui permet d'avoir une certaine diversité de ressources, une certaine autonomie alimentaire, entre une ville centrale qui n'est pas tentaculaire et des territoires ruraux préservés, mais aussi une échelle, et ça me semble important quand on parle de politique, ça rejoint ce que Aristote lui-même écrivait dans la politique, c'est aussi l'échelle humaine. La cité, elle doit correspondre à des effectifs qui font que, alors, sans aller jusqu'au moment où on se connaît tous, en tout cas, on sait qu'on travaille avec nos voisins et il y a une certaine solidarité de fait qui se crée. Or, peut-être que dans ce schéma-là, même le schéma de la nation est peut-être une échelle trop importante. Enfin, en tout cas, dans la façon dont ça a évolué, pour qu'il y ait une solidarité nationale suffisante pour surmonter les périodes de vraies crises, de pénurie, etc. À l'échelle une fraction de département, ce qu'on appelle un pays, mais donc au sens les schémas de cohérence territoriaux, etc. Là, on est peut-être sur une échelle à repenser, à réinvestir politiquement. C'est donc mal barré, mais le localisme est une solution. Voilà, c'est ça. Le localisme est une solution, en tout cas, que ça nous permette d'atténuer ou pas la crise, si civilisation il doit y avoir après l'effondrement, parce que aussi catastrophiste que j'ai été, je n'ai pas abordé les schémas vénusiens, mais voilà, en espérant que les conditions d'habitabilité de la planète ne soient pas dégradées dans des proportions proprement cataclysmiques, l'après-effondrement, de toute manière, se fera sur une base localiste, puisque le passage à l'échelle mondialisée s'est fait au 19e et 20e siècle sur des bases extractives, la civilisation thermo-industrielle que j'évoquais tout à l'heure, et donc elle n'est pas durable. Pour creuser le sujet, peux-tu donner à nos auditeurs quelques références ? Alors oui, il y en a pas mal. Alors bon, déjà il y a le numéro 175 d'éléments qui est paru en décembre 2018, qui a un dossier sur le catastrophisme, donc où déjà on a pas mal de pistes. Sinon il y a l'Institut Momentum qui est un site internet et qui apporte énormément d'éléments, qui est un institut de collapsologie, donc là ils sont vraiment au cœur du sujet. Le livre ils en ont fait plusieurs, mais notamment Comment tout peut s'effondrer, donc de Raphaël Stevens et Pablo Servigne, que je citais tout à l'heure. Il y en a un qui est un peu moins connu mais qui est très intéressant, qui est de Hugues Stockel, qui s'appelle La fin du monde, qui était publié en 2012. Alors la fin FAIM, puisqu'il aborde toutes les questions énergétiques, etc., mais en allant bien sûr ensuite aux questions alimentaires qui sont le cœur du sujet.
Voilà, donc il y a Pablo Servigne, La fin du monde. Alors, sur les questions moins environnementales, mais plus sur l'effondrement, vous avez le bouquin de Tainter, L'effondrement des sociétés complexes, qui est un classique anglo-saxon, qui a 30 ans, mais qui a été publié au retour aux sources il y a seulement quelques années en français, donc qui est disponible. Au niveau historique, vous avez Effondrement de Jared Diamond, qui évoque différents cas, donc de l'île de Pâques, les Vikings, etc., face à l'effondrement. Et puis enfin, pour terminer, surtout pour ceux qui aiment bien avoir des données précises et un peu des calculs de coins de table, des ordres de grandeur qui fixent bien les choses, il y a tous les bouquins de Jean-Marc Jancovici sur la problématique énergie-climat. Parfait. Ebenez Godard, merci. Merci. Ah la vache. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la laitue fraîche à gogo. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre? On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer. Tu sais que tu m'agaces.